Bien, donc je vais démarrer cette présentation donc sur la notion donc de format engageant. Donc oui, je vais parler un petit peu de badminton, mais je vais essayer de voilà de faire le lien avec ce projet donc REFEPS. Vous avez vu l'intitulé du programme, c'est pour réussite et engagement dans les formats en éducation physique et sportive. Et alors rapidement, ben, en EPS, évidemment, cette notion de réussite, elle est liée directement à l'engagement et à l'engagement corporel. Donc, même si il ne suffit pas de s'engager pour réussir en EPS, sans engagement corporel, il n'y a pas de réussite. Nous, au laboratoire, donc sur un plan un peu macro, à l'UREPS, on travaille sur justement cette notion d'engagement euh, dans une perspective d'intervention et on travaille sur différents niveaux. Donc, je pense un peu à mes collègues, là, François Potvin, qui est plus sur un niveau macroscopique, le concept de littératie physique. Isabelle qui est là aujourd'hui et puis Clément qui sont à un niveau plus lié au contexte d'éducation et d'enseignement pour essayer de comprendre les problématiques d'engagement et de désengagement des jeunes à ce niveau-là. Et puis Clément et moi, on est sur un niveau plus microscopique. C'est vraiment la notion de situation en EPS. Donc, quel est l'engagement des pratiquants, des élèves dans les formats en EPS? Et nous, on cherche à mesurer cet engagement avec deux variables, le plaisir déclaré ou l'intérêt et l'activité physique. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un constat d'un désengagement physique des jeunes hors de l'école, mais aussi en EPS, puisqu'en EPS, on a des décrocheurs, euh, et ce, plus l'âge avance, notamment avec une problématique chez les jeunes filles et les élèves les plus sédentaires. Donc, par rapport à ce désengagement, et là sur un plan un peu plus social, euh, comment on traite les problématiques liées à l'engagement? Eh bien, l'éducation à la santé aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du concept de sport sur ordonnance. C'est-à-dire que finalement, on s'intéresse plus au comment les remettre en activité qu'au pourquoi. Et ça nous pose enfin, une difficulté, c'est que pour nous, en fait, la question de l'engagement dans les formats, elle ne peut pas faire l'économie des mobiles d'action, des motifs d'agir des jeunes élèves. Donc là, vous avez à côté hein, les prescriptions d'activité physique, la prescription des 30 minutes d'AP quotidienne, etc., sont plutôt dans cette logique de prescription. Or, la littérature nous montre que, et notamment à travers cette notion de American Health Paradox, ben, pourquoi American Health Paradox? En fait, la société américaine, c'est une des plus informées en matière de santé, et pourtant, c'est aussi une des populations les plus sédentaires. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre l'engagement dans la pratique physique uniquement pour des raisons rationnelles, en fait. Et il y a tout un pan de la littérature aujourd'hui qui nous montre que l'un des grands déterminants de la pratique future, c'est le plaisir qu'on y a pris quand on a été confronté aux activités physiques. Donc, le défi de la promotion de la santé aujourd'hui ne peut faire l'économie de ce concept de plaisir, qui est une des variables les plus corrélées à l'augmentation de la quantité d'activité physique en EPS, mais aussi un des prédicteurs de l'activité physique sur le long terme. Petit clin d'œil au groupe Plaisir pour Monsieur Beloucha, donc c'est d'actualité tout ça. Il y a toute une littérature dans le champ de l'éducation physique à l'international, du coup, qui s'intéresse à la notion d'engagement affectif, et notamment d'engagement affectif dans les situations proposées. Et là, j'arrive au badminton, parce que pourquoi le badminton est intéressant dans cette problématique, juste pour illustrer, c'est que le badminton, en fait, c'est une activité multiformat. C'est-à-dire que c'est une activité qui a eu un grand succès à l'école, parce qu'elle a été pratiquée de multiples façons et pour de multiples raisons. C'est-à-dire que les gamins n'avaient pas une idée préconçue de ce qui était attendu en bad, donc ces différents formats ont fait son succès scolaire. Pour autant, l'engagement ne va pas de soi. C'est-à-dire que le badminton, c'est pas une activité engageante en soi. Et sur certains projets, donc on a parlé du petit frère de Refeps, le projet IFEPS qu'on avait mené avec l'INSPE, mais aussi avec la Fédé internationale de BAD, ils sont intéressés par ces questions d'engagement dans cette activité. Donc en gros, le BAD, c'est pas une activité magique. Et là, je vais un petit peu pour aller sur le terrain, un petit peu pour vous, les étudiants. Il y a deux impasses à mon sens pour structurer les formats en fait en badminton. Vous avez ce qui se passe à gauche à l'école, c'est-à-dire que le BAD est utilisé avec des formats très diversifiés pour engager les jeunes. Ça, c'est une première façon.
à mon avis, c'est un premier écueil. Et le deuxième, qui se voit beaucoup plus dans le milieu fédéral, c'est la notion de format simplifié. C'est-à-dire que finalement, on va proposer l'activité de l'expert, mais dans une version en miniature pour les élèves. Et ça, en fait, ces deux tendances-là, à mon avis, aboutissent au désengagement des élèves. Et c'est pour ça qu'une des problématiques, c'est que finalement, le badminton, malgré le succès qu'il a eu quand il est rentré à l'école dans les années 90, c'est peut-être une occasion manquée en fait pour engager les élèves, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, c'est plus l'activité préférée des collégiens et que, notamment pour les filles et ceux plus l'âge avance, ils se désengagent dans cette activité-là aussi. Je ne sais pas du tout au niveau du timing, monsieur Elenia, si je suis bien, parce que bon. Là, pour aller sur la littérature scientifique, donc il y a une revue de littérature récente qui s'intéresse à cette notion de conception affective comment dirais-je, des formats. Et on se rend compte, en fait, dans cette revue de littérature, que finalement, les enseignants n'ont pas des ressources utiles pour développer les apprentissages affectifs chez les élèves. Parce que cette notion de format engageant présente plusieurs défis. Le premier, quand on mène ce genre d'études, c'est quel cadre théorique pour designer les formats. Le deuxième défi, c'est comment analyser, c'est-à-dire les effets engageants dans les formats, et surtout, enfin, comment mesurer le plaisir. Parce que mesurer le plaisir en situation, c'est quelque chose de complexe qui ne peut pas se faire forcément que par questionnaire, on y reviendra après. Alors, si on regarde la littérature, il y a deux grands courants, en fait, qui traitent de la question des formats pédagogiques. Vous avez tout un courant de recherche qui est plutôt centré sur l'enseignant et centré sur les habiletés motrices. C'est ce que vous voyez en haut de la diapo avec la notion d'instructional design. Excusez-moi pour mon anglais. Mais on est sur, là, la conception de l'enseignement. Et tous ces travaux portent plutôt sur des effets en termes d'acquisition des habiletés motrices. Et puis, vous avez un autre pan de la littérature qui est plutôt sur la notion de learning design, avec les approches par le jeu, qui là s'intéresse aux effets affectifs. Donc, sans rentrer trop dans les détails, vous avez plusieurs cadres que je vous mets ici et dont on pourra discuter peut-être un peu plus tard, qui analysent vraiment des cadres théoriques qui analysent les formats engageants sur le plan affectif. Donc, vous avez un premier courant qui s'appelle Teaching Game for Understanding, qui est très très développé aux États-Unis, qui est une approche par les jeux. Je vous la développerai un peu plus tard. Puis, le modèle de l'intérêt en situation. Je ne vais pas trop le développer puisqu'on va en discuter tout au long de la journée. Et en bas, vous avez deux approches qui sont plutôt franco-françaises, la praxéologie motrice et l'approche conative, qui sont très intéressantes pour aborder cette question, mais qui se sont peu développées à l'international. Et en fait, nous, on est allé chercher un autre modèle théorique qui est l'approche écologique, qui est une approche selon laquelle le comportement émerge de l'interaction entre plusieurs contraintes, l'individu, la tâche et l'environnement dans lequel cette pratique se fait. Ce cadre écologique, il a été très utilisé dans l'acquisition des habiletés motrices, mais récemment, il s'est intéressé aux effets affectifs et il y a eu des rapprochements dans la littérature entre ce cadre et les approches par le jeu. Et ça, c'est un cadre qui nous intéresse parce que là, sur le plan scientifique, il est très robuste et il permet justement d'aller fouiller les effets affectifs. Alors, sans rentrer trop dans le détail parce que le temps ne le permettra pas, mais si vous voulez, en fonction des différents modèles théoriques et des différentes stratégies de l'intervention, la place du format diffère. Si on est sur une approche centrée sur l'enseignant, donc les approches, on va dire, traditionnelles, les approches technicistes, ben là, vous avez le type de séance d'EPS classique avec un échauffement qui est très peu spécifique, puis une activité avec des tâches qui sont emboîtées du simple au complexe, et finalement, une fois qu'on a fait les exercices décontextualisés, le format apparaît en fin de séance comme une récompense en fin de séance. Vous savez, c'est quand vous dites à vos élèves, quand vous aurez bien fait les exercices, à la fin, on pourra jouer un petit peu. Donc cette approche très techniciste et traditionnelle donne une place au format de jeu qui est finalement très très restreinte en fin de séance. C'est pour ça que le concept associé à ça, c'est la notion de task decomposition, c'est-à-dire que finalement, on propose l'activité en emboîtement, en miniature, et le format vient couronner la séance technique.
Là, on est sur une approche très behavioriste, hein, si on fait un petit peu de relation avec les modèles théoriques. On est sur une approche behavioriste de l'activité où finalement les émotions sont considérées juste comme extérieures à l'action et c'est ce qui vient récompenser le fait d'avoir bien travaillé. Un peu plus proche de nous, les approches par le jeu, j'en ai parlé tout à l'heure, Teaching Game for Understanding. Là, l'idée, c'est que les techniques de jeu doivent être enseignées à travers les principes du jeu. Globalement, l'EPS aujourd'hui, elle est plutôt sur ce modèle-là. Donc, on propose un format modifié aux gamins avec un problème tactique. Et une fois qu'ils ont été appâtés par ce format de jeu, là, on va aller sur des apprentissages décisionnels, puis après techniques, pour mieux revenir à la fin au format de jeu. Donc là, on est sur une notion de tâche simplifiée. On n'est pas sur une décomposition, on est sur une simplification du format. Ce modèle-là, il est socio-cognitiviste, c'est-à-dire que finalement, on considère les émotions non plus comme extérieures à l'action, mais elles peuvent les influencer en positif ou en négatif. Donc on utilise des formats de jeu pour appâter les élèves, hein, j'emploie le mot appâter, pour finalement ensuite mieux résoudre des problèmes cognitifs. L'intérêt du dernier modèle, l'approche écologique, c'est que là, on propose des jeux modifiés, mais tout au long de la séquence. C'est-à-dire que le format de jeu devient l'unité centrale de ce qu'on veut faire avec les élèves en EPS. Il n'y a pas de dissociation entre un format de jeu et des exercices techniques. Ce format de jeu est le corps de la séance. Et là, on n'est plus sur ni la notion de task decomposition, ni simplification, mais task signification. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose aux gamins pour procurer une affordance. C'est pour ça que sur le schéma, là, la situation de jeu modifié, elle peut, alors je reviens parce que j'ai été un peu vite dans les animations, mais cette situation de jeu modifié, elle peut être adaptée pour un gamin qui est déjà dans le volleyball, mais totalement désadaptée pour un gamin qui a peur du ballon. Et donc, il va falloir donner des artefacts pour que ce format de jeu afforde. Donc, dans cette conception-là, il y a un couplage continu entre les émotions, les cognitions et les actions. Et les affects font vraiment partie des apprentissages en EPS. On ne peut pas les dissocier. Donc, rapidement, cette notion d'écologie dynamique nous permet, nous, de concevoir et de designer les formats, mais elle nous permet aussi de mieux les analyser. Parce que quand on s'intéresse aux effets d'engagement, bah souvent, les études sont des études univariables. C'est-à-dire qu'on se centre soit sur l'individu, en gros, je suis motivé parce que je suis un garçon, je suis motivé parce que je suis doué dans l'activité, ou à l'inverse, on se centre que sur l'environnement. Les formats par équipe sont engageants, notamment pour les filles, etc., etc. L'intérêt de ce modèle-là, c'est que, en fait, on est dans une interaction entre ces trois aspects. L'individu, l'environnement et la tâche qui lui est assignée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de format idéal, c'est beaucoup plus complexe. Et ce qu'il faut essayer d'aller chercher dans la notion de format, c'est pas le format en tant que tel, c'est quel est le lien individu-format qui match finalement. Pour la notion de mesure du plaisir en situation, l'approche écologique est aussi intéressante parce qu'elle rompt avec l'approche unique par questionnaire, c'est-à-dire que vous interrogez les élèves sur le plaisir qu'ils ont eu à pratiquer tel ou tel format. Dans cette approche-là, il faut mesurer à la fois le plaisir déclaré, mais aussi et surtout le mouvement vécu in situ. Parce que parfois, le plaisir, il se mesure plus à ce qu'on fait qu'à ce qu'on dit qu'on a fait ou qu'on a ressenti. Combien de temps me reste-t-il, Clément? 5 minutes, je suis à peu près dans le timing. Alors, je vais terminer par quelques résultats de recherche pour essayer de rendre ça un peu plus concret. Alors, j'ai posé deux questions en préambule, deux impasses. Diversifier les formats ou simplifier les formats. Et je vais vous proposer des résultats de recherche. D'abord, sur cette première question, diversifier les formats. Ben, on avait testé dans le projet IFEPS, donc avec Clément, là, il y a 2-3 ans, trois situations de badminton. Bon, très rapidement, je vous les évoque. La première, montante descendante, tournoi individuel. La deuxième, match par équipe, type ronde italienne avec des scores cumulés, c'est ce que vous voyez au centre. Et la dernière, match à handicap, c'est-à-dire que les élèves étaient dans une confrontation hétérogène, mais on pouvait démarrer le score avec un handicap positif ou négatif. Et on a testé ces trois formats, donc ces trois formats diversifiés, sur l'engagement des élèves. Avec une hypothèse, bon, je vais rapidement sur le protocole.
on va dans les bahuts, on les fait jouer au badminton sur ces différents formats, on leur met des accéléromètres pour mesurer l'activité physique et on leur fait remplir des questionnaires d'intérêt. Que nous disent les résultats? Nous, notre hypothèse, celle qu'on voulait tester, c'est le fameux les formats par équipe, ça va engager, et notamment engager les filles. Puisque dans la littérature, on nous explique que les formats collectifs plutôt engagent les filles. Première série de résultats, ben déjà, sur le plaisir déclaré, entre les trois situations que je viens de vous exposer, il n'y a pas de différence. Au global, les élèves déclarent le même plaisir dans ces trois tâches. Par contre, on constate, c'est la bulle verte que vous voyez, un décalage d'activité physique. Mais que nous disent ces résultats? Il n'y a pas une tâche qui engage plus que les autres, il y a juste une tâche qui engage moins que les autres. Et c'est le format challenge, c'est-à-dire le match à handicap. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va regarder un petit peu les. Bon, voilà, ça c'est ce que je viens de dire, mais quand on va regarder les variables individuelles, et c'est là que l'approche par contrainte, les approches écologiques sont intéressantes, cet effet en fait démobilisateur du format par handicap, bah, il se retrouve mais uniquement chez les garçons, mais pas chez les filles. C'est ce qu'on voit ici. Donc, l'effet négatif désengageant de la tâche à handicap est présent chez les garçons, mais pas chez les filles. Autre série de résultats intéressante aussi, quand on teste l'âge, on se rend compte que cet effet négatif, il est présent chez les collégiens, mais il disparaît au lycée. Et enfin, assez rapidement, cet effet négatif, il est présent, mais surtout chez les garçons et chez les garçons habiles. Donc, qu'est-ce que nous dit cette étude? C'est que finalement, l'effet format, il doit être relativisé au prisme des différences interindividuelles. On ne peut pas dire qu'il y a des formats qui sont globalement plus engageants que d'autres. Quand on croise avec des variables individuelles, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Deuxième question qu'on voulait tester, simplifier les formats. Alors là, on attend désespérément le retour de la revue. On a soumis ça, Clément. Et on a essayé de tester. J'ai un gros retour là. C'est ma faute. C'est parce que c'est la fin de la présentation. Ah, ok. Donc, sur cette deuxième étude, on voulait tester en fait trois formats de BAD, mais en jouant sur l'espace de jeu. Toujours avec cette approche par contrainte. Donc, très rapidement, on a fait tester des élèves sur le badminton en simple, le badminton en double et le badminton sur des demi-terrains. Parce qu'en EPS, vous avez fait EPS avec des classes de 35 en lycée, le BAD, il se fait souvent sur demi-terrain. Et on voulait là aussi tester cet effet espace de jeu, avec peut-être une idée aussi préconçue que, par exemple, si on augmente l'espace, on va engager davantage les élèves. Alors très rapidement, parce que le temps est compté, mais là encore, les résultats nous montrent que, au global, population complète, oui, le demi-terrain, enfin le grand terrain engage plus les élèves, mais quand on va sur les différences interindividuelles d'expertise, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je vous fais rapidement le tableau. En gros, les élèves qui sont débutants, vous les faites jouer sur grand terrain ou sur demi-terrain, vous avez la même quantité d'activité physique et elle est modérée. Pour les intermédiaires, là, le grand terrain les engage davantage. Et plus surprenant, pour les experts, vous les mettez sur grand terrain ou sur demi-terrain, vous avez des seuils d'activité physique élevés. Donc, et là, on vient de le breveter. Plutôt que de faire, comme il se fait souvent en EPS, des terrains qui augmentent en taille en fonction du niveau d'expertise, c'est-à-dire plus je suis expert, plus je vais jouer sur un grand terrain, avec les plus faibles sur demi et les plus habiles sur grand terrain, bah en fait, nous, on propose ce format en accordéon, c'est-à-dire que finalement, nos travaux montrent que vous pouvez mettre les grands débutants et les experts sur des demi-terrains. C'est plutôt les grands terrains, il faut les réserver pour les joueurs qui sont intermédiaires. Donc ça, c'est intéressant en termes de format de jeu. Ça vient un petit peu bousculer les idées reçues sur l'organisation de l'espace. Donc je termine vraiment en une minute. Des formats diversifiés ou des formats simplifiés. Nous, on est sur la notion plutôt de format signifiant, en essayant de mettre les formats en consonance finalement avec la prévalence conative des élèves. C'est-à-dire que plutôt que de diversifier la forme ou de simplifier le fond, nous, on propose de diversifier le fond, c'est-à-dire de proposer un format pour l'ensemble des gamins dans la classe, mais avec des règles différentes dont les élèves pourront se saisir en fonction de leur préoccupation à l'action. Donc ça serait un peu long à développer, mais en gros, on leur propose un milieu de pratique et ils viennent chercher les variables qui affordent avec
leurs caractéristiques interindividuelles. Voilà, je ne sais pas si je suis dans le timing. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci Olivier, tu as presque respecté le timing. Euh, on va laisser la place au public. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur des éléments qui vous questionnent? Comment utiliser par exemple ces travaux, ces propos sur l'expérience du pratiquant? Par quoi? Concernant le premier item du CAP Upsell 3? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Vous avez des questions? Merci Olivier. Euh, Lorsqu'on s'intéresse à l'engagement, tu as parlé de plaisir déclaré, de niveau d'activité physique. Est-ce que tu peux nous discuter l'importance relative de ces deux indicateurs et lesquels doivent être les plus organisateurs pour les enseignants? Alors, je vais essayer de répondre à deux niveaux. Donc, sur le plan théorique, on est sur des mesures mixtes, donc on essaye de recueillir à la fois l'engagement psychologique par questionnaire et l'engagement physique par accélérométrie. Et on se rend compte souvent dans nos résultats qu'il n'y a pas concordance entre ces deux items. C'est-à-dire que, Mehdi en parlera tout à l'heure certainement en fin de journée, mais en termes de plaisir déclaré ou d'intérêt déclaré, on a parfois des scores qui sont hauts et puis l'activité physique vient rebattre les cartes. Donc nous, par rapport au modèle théorique que j'ai exposé tout à l'heure, à l'approche plutôt écologie dynamique, quand il y a cette divergence, on priorise les données en troisième personne, donc plutôt l'activité physique, parce que c'est plus cohérent avec notre cadre. Maintenant, et là c'est le deuxième niveau de réponse, sur le plan faisabilité, parce qu'il y a certains ici qui manipent en ce moment dans les établissements avec des accéléromètres. Bon, déjà, c'est onéreux de pouvoir équiper chaque gamin d'un accéléromètre, même si c'est pas invasif et qu'on n'a pas trop de problèmes d'autorisation de port. Là, le questionnaire reste quand même la façon la plus simple de recueillir ces divers indicateurs. Mais avec cette limite quand même que bah, c'est quand même l'activité physique et comment il bouge qui nous intéresse en tout cas davantage. J'ai une deuxième petite question, je la ferai rapide. Là, tu as plutôt fait un instantané d'un niveau d'engagement à un instant T. Est-ce que tu sais s'il y a des formats qui résistent mieux à l'épreuve du temps et qui vont essayer de maintenir ce niveau d'engagement, voire l'amplifier? Alors justement, ça c'est quelque chose qu'on essaye d'aborder maintenant sur les nouvelles manips. On essaye, bon, on le verra en musculation du coup, mais avec des mesures répétées sur des formats de recueillir cet engagement. Et effectivement, on voit qu'il y a un effet du temps qui est clair, c'est-à-dire qu'il y a des formats qui résistent pas. Bon, Cédric en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais dans le cadre de l'intérêt, il y a cette option nouveauté. Et c'est vrai que dans le cadre de l'éducation physique, quand c'est nouveau, en général, ça plaît, et puis ça peut assez vite s'éroder. Alors par contre, là, toujours sur le plan aussi un peu technique, mais la difficulté dans les classes EPS, c'est ce recueil en mesures répétées. Ils sont en train de le vivre, certains étudiants qui manipent. C'est que sur ta première séance, tu as 24 gamins. Sur la deuxième, tu en as 12. Et puis à la fin, donc c'est des protocoles pour récupérer en tout cas un nombre de données qui nous permet d'exploiter sur le plan statistique. C'est des études qui sont lourdes à mener parce que le taux d'absentéisme, je me tourne vers l'inspection aujourd'hui en EPS, et c'est une réalité, quoi. Voilà. Non, merci, merci Olivier pour la présentation et la clarté des propos. Non, juste te permettre en fait finalement de développer ta dernière slide. Euh, Finalement, bah, qu'est-ce qu'un format hybride quoi, en gros, qui dispose de multiples contraintes que les élèves vont pouvoir venir attraper selon leurs caractéristiques. Alors, bon, là, je te remercie de me laisser ça. Je vais vous. Là, vous voyez un format de badminton qui est un format de match, mais qui permet finalement d'engager, selon moi, hein, trois profils différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, on va dire, la caricature de ce qu'on fait avec des débutants en badminton, c'est qu'on change totalement le format. C'est-à-dire les débutants, on les met en situation d'échange. Là, en fait, ce format hybride, c'est un format de match avec des grands débutants, avec un surfilé, qui leur permet de rentrer avec leur pouvoir d'action de débutants déjà dans le match. Donc, ce format, il afforde pour les grands débutants parce qu'il ne s'agit pas de gagner en jouant l'espace libre, il s'agit juste de gagner en renvoyant une fois de plus que l'autre, ce qui correspond à leurs préoccupations de grands débutants. Par contre, dans ce format-là, j'intègre assez vite une règle. Ils ont le droit d'annoncer bad quand ils se sentent bien pour attaquer entre les deux filets, le filet et le surfilet. Et cette règle-là,
et là je me tourne vers tous ceux qui passent le concours, ils sont nombreux, cette règle-là, en fait, tous les élèves ne vont pas s'en saisir. Ils vont s'en saisir quand ils sont prêts. Et c'est ça la notion d'affordance qui me semble vraiment intéressante. Les règles que vous donnez aux élèves, les variables didactiques, il faut leur proposer différentes variables et ils viennent se les approprier, ils les saisissent quand ils sont prêts. Ce qui est totalement différent de ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire on fait une situation, puis on met une règle pour complexifier cette situation en espérant que tout le monde va passer par cette règle parce qu'ils sont tous prêts à reconnaître un volant favorable. Donc là, dans la même situation, il y a plusieurs formats dans le format. Et c'est pour ça que la dernière slide était celle-ci. Je vous ai parlé tout à l'heure de sport par ordonnance. Nous, on est sur la notion non pas de format, mais de média. C'est-à-dire, quelle est l'interaction format-individu qui va matcher? Quelle est la règle qui va les engager dans la situation? Et du coup, là, ben, on est plutôt sur le pourquoi je me mets en action que sur le comment. C'est comme ça qu'on structure un peu les situations. Merci, Mélanie.